Alors peut-être juste 2-3 mots d'introduction. L'idée, c'est évidemment pas d'être long l'idée, c'est de te donner la parole très rapidement. La discussion, on sent bien qu'elle s'inscrit dans un contexte tout à fait particulier. Hein. Alors, le contexte immédiat, si on veut, c'est aujourd'hui, il y avait Antonin Bernanos passé devant la justice pour voir s'il serait ou non libéré. Il l'a été d'ailleurs, avec des conditions assez dures. Hein. Il est confiné en Loire-Atlantique, je ne sais pas si vous avez suivi, mais c'est plutôt quand même une bonne nouvelle. Et évidemment, il est soulagé, sa famille aussi, et ses camarades de lutte, et nous tous, et toutes. Mais le contexte plus large, c'est une accentuation que l'on sent, je crois, tous et toutes, de la répression politique, de la répression des militants, de la répression y compris bien au-delà de secteurs militants, hein, par exemple d'habitants et d'habitantes des quartiers populaires, de musulmans, de musulmanes, sur la base de lois qui, mises bout à bout, composent d'une certaine manière un processus de durcissement autoritaire, à mon avis indéniable. C'est ce que tu montres dans le livre, d'autres le montrent aussi, je pense, dans ce livre qui est très bien aussi de Vanessa Codaccioni, qui s'appelle Répression, qui est sorti aussi quelques temps, très récemment, hein, dans l'année précédente. Voilà, donc il me semble que là, on a besoin de ce type de discussion autour d'arguments, y compris juridiques, hein, et c'est ce que propose Raphaël Kempf à partir notamment d'une analogie historique, il va le raconter, avec les lois scélérates anti-anarchistes de la fin du 19e siècle. Voilà, je m'arrête là. Alors, peut-être là, juste une question pour amorcer la discussion. Simplement peut-être nous expliquer, disons, quel était pour toi l'objectif du livre, peut-être les discussions que tu as eues avec la maison d'édition sur ce à quoi, d'une certaine manière, ce livre devait servir dans la conjoncture politique présente. Et peut-être aussi cette démarche un peu particulière, puisque comme vous le verrez si vous achetez le bouquin, et j'espère que vous l'achèterez, parce qu'il est très intéressant et très juste dans la situation qui est la nôtre. C'est un livre qui est composé en fait à la fois d'un texte d'une centaine de pages que tu as rédigé sur, si je ne me trompe pas, comment reconnaître une loi scélérate, je crois que c'est le titre, et ensuite une republication d'articles qui étaient parus à la fin du 19e siècle. Donc 3 textes, hein, je vais peut-être oublier, mais il y a au moins Léon Blum qui était juriste, un texte admirable d'ailleurs, un texte de Émile Pouget qui est un militant anarchiste sur l'application de ces lois. Le texte de Léon Blum revient plutôt sur comment ces lois ont été votées, etc., les débats parlementaires, et c'est un texte qui est vraiment décapant, hein, je vous conseille. Et puis un premier texte plus court de François Pressensé, c'est ça ? Francis de Pressensé, hein, qui est un des fondateurs de la Ligue des droits de l'homme et du citoyen, si je ne me trompe pas, mais qui a un parcours intéressant d'ailleurs, tu l'évoqueras, hein, parce qu'il vient plutôt de la droite ou d'un centrisme. Voilà. Donc voilà, une espèce de droite macronienne. L'objectif du livre, et puis la démarche peut-être pour commencer, pourquoi vous avez construit ce type de livre avec l'éditeur, j'aime bien la question en fait, parce que c'est la seule conférence où c'est filmé par la Fabrique. Donc je sais pas si vous êtes mis d'accord, mais non mais parce que c'est la première fois qu'on pose directement la question de comment on fabrique un livre et comment on fabrique ce livre, et je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on oublie qu'un livre c'est pas un auteur qui dit moi j'écris puis je pose ça sur la table et démerdez-vous avec quoi. Un livre, c'est comme je crois que tu employais le mot, c'est une construction à la suite de discussions avec un éditeur, avec des gens, enfin voilà. Alors l'objectif, c'est la première question, l'objectif du livre, c'était initialement de rééditer les articles, les 4 articles en fait, de Léon Blum, Francis de Pressensé et Émile Pouget, et les lois scélérates. Hein. Vous verrez à la fin du livre, pour les juristes et les autres, il y a le texte des lois scélérates de l'époque, et on peut voir ce qui a changé, ce qui n'a pas changé dedans. Mais en fait, à la base, l'idée c'était vraiment de rendre disponibles ces textes, mais au début à mes confrères et consoeurs avocats qui sont engagés dans la défense de militants, dans un cadre politique, etc. Les rendre disponibles aussi à la communauté, on va dire, judiciaire, parce qu'il me semble qu'il y a des arguments dedans qui peuvent être utiles pour défendre les gens qu'on est amené à défendre face à la répression. Et évidemment, le rendre disponible à tous et toutes aujourd'hui pour construire une argumentation contre des lois. Et donc, de ce point de vue-là, l'objectif, c'est aussi de remettre le vocable et l'expression de loi scélérate dans le débat public et d'en faire une espèce d'expression pertinente et légitime pour décrire quelque chose qui nous arrive encore aujourd'hui.
Parce qu'en fait, quand on entend parler de loi scélérate, enfin moi c'était mon cas avant de m'intéresser de façon détaillée à la question, on avait tous un peu en tête l'idée qu'il y avait un truc qui s'appelait loi scélérate, que c'était assez ancien, que c'était le 19e siècle, que c'était les anarchistes, et puis on se dit ah non mais les lois scélérates, de toute façon c'est fini, c'était à la fin du 19e, maintenant on n'a plus ça, ça a été abrogé, etc. Et en fait, de ce point de vue-là, quand on ne fait que historiciser les lois scélérates, on perd la puissance politique que cette expression peut avoir, et la puissance politique qu'elle peut avoir encore aujourd'hui. Donc voilà, l'objectif, très clair, remettre une expression dans le débat public et dire qu'il existe encore aujourd'hui des lois scélérates qui, comme celles de la fin du 19e, doivent être abrogées. Et alors pourquoi ensuite concrètement, comment ça s'est fait ? C'est il y a quelques années, je dirais 5 ans ou quelque chose comme ça, on m'a demandé de défendre quelqu'un à Toulouse à qui il était reproché d'avoir publié sur un article de blog de la région toulousaine un article faisant état d'une manifestation en hommage à Rémi Fraisse, et dans cet article, les flics de la DGSI y avaient vu la preuve que cette personne incitait les gens à commettre des violences contre les policiers. En fait, c'était une recension d'une manifestation. Et peut-être que dans cette recension, il était fait état des barricades qui avaient pu être ou tenter d'être construites à Toulouse lors de cette manifestation en hommage à Rémi Fraisse. Et la DGSI y a vu une provocation à la commission de violence. Alors, quand je dis provocation, c'est un terme juridique, là, pour le coup. C'est la provocation directe à la commission d'une infraction. À savoir, je vous incite à commettre une infraction, voler ce livre, c'est une provocation directe à la commission. Mais je ne sais pas si le libraire est dans la salle, donc je ne vais peut-être pas le dire trop fort, mais voilà l'idée. Et donc, en préparant ce procès à l'époque à Toulouse, je regarde d'où vient cette infraction de provocation à la commission d'un crime ou d'un délit, parce qu'en fait, c'est une infraction qui punit d'un emprisonnement et de la loi pénale, qui punit finalement l'usage que vous faites de votre liberté d'expression. C'est-à-dire qu'avant toute chose, la provocation à la commission d'un crime ou d'un délit, c'est des propos, des écrits, des paroles, ça peut même être des chansons, enfin, c'est quelque chose qui est du domaine de la liberté d'expression. Et le fait de punir ça et d'envoyer quelqu'un en prison pour ça, c'est une restriction évidemment de la liberté d'expression. Et donc en fait, je regarde d'où ça vient, et ça vient de la loi de 1880 sur la presse, qui est une loi importante qu'on connaît tous aussi un peu parce que c'est souvent écrit dans la rue, même encore aujourd'hui à Paris et ailleurs. Loi de 1880, interdiction d'afficher, ou c'est la loi de 1880 sur la liberté de la presse, on en entend régulièrement parler quand on parle de diffamation, d'injures, quand il y a des injures publiques contre des forces de l'ordre ou contre des personnalités, c'est cette loi qui s'applique. Et c'est une loi qui encadre et qui protège dans le même temps la liberté d'expression. Et donc je regarde un peu d'où ça vient de cette loi, et je remarque que cette loi, elle a été modifiée 10 ans après, 12-13 ans après, en 1893-94, par les lois scélérates. Et donc en faisant des recherches sur ces lois scélérates, je tombe sur les 3 articles, enfin les 4 articles, j'expliquerai pourquoi, on dit 3 ou 4, les articles de Léon Blum et donc Émile Pouget, Francis de Pressensé. Et donc à l'époque, pour préparer ce procès, je lis ça, et je les trouve en ligne sur le site de la BNF, Gallica. Et j'ai été, pareil, très très frappé, notamment par l'article de Léon Blum, qui est peut-être celui qui nous parle le plus facilement aujourd'hui, quand on va lire. Et en fait, j'y ai trouvé des arguments et tout, et puis j'avais préparé ma plaidoirie pour aller à Toulouse, et je m'apprêtais à citer les trucs de Léon Blum et tout ça. Et en fait, le procès n'a pas eu lieu, parce qu'on avait fait des conclusions de nullité, et donc pour vice de procédure, le procès n'a pas eu lieu. Ce qui était une victoire, mais on n'a pas pu plaider Léon Blum et tout ça. Donc voilà. Mais on s'est rattrapé depuis, avec Gaspard Glance notamment, que vous connaissez peut-être, là, le journaliste qui prend des photos et des vidéos. Et lui, il a eu un certain nombre de procès, et donc on a pu plaider Léon Blum. Je dis on parce qu'à chaque fois, on est plusieurs sur ces procès-là. Comme vous avez compris, on intervient un peu collectivement et tout. Et c'est vrai que mes confrères et consoeurs, ils en ont un peu marre que je leur parle de loi scélérate tout le temps, à tous les procès. Donc je leur ai dit, bon maintenant, je fais ce bouquin, comme ça je vous donne les articles, vous pouvez les lire aussi, et puis vous en saisir aussi, voilà, on partage. Donc voilà, donc l'idée c'était, j'avais lu ces articles, je m'étais dit quand même ces articles, ce serait bien qu'on les relise aujourd'hui. Et entre nous, pourquoi Léon Blum ? Pourquoi plaider Léon Blum ? Parce qu'un magistrat qui sociologiquement appartient à la bourgeoisie, et parfois plus que sociologiquement, idéologiquement, comme j'ai pu le constater cet après-midi avec
une violence de classe extrêmement dure qui s'est exprimée par les magistrats à l'égard d'un gilet jaune du Havre qui s'était fait choper dans une manif il y a un an, enfin au tout début du mouvement des gilets jaunes, avec un pétard comme ça. Et on lui a mis 4 mois ferme, enfin qu'il n'a pas encore fait en première instance, et en appel cet après-midi, on a demandé 1 an et demi de prison contre lui parce qu'il avait ce pétard-là. Et il y avait dans la manière dont les magistrats parlaient, s'exprimaient, enfin lui parlaient, etc., il y avait une violence de classe, une violence géographique aussi. Parce que, non mais vous êtes du Havre, pourquoi vous venez manifester à Paris, enfin, il y a... donc Léon Blum, de ce point de vue-là, quand on dit Léon Blum à un magistrat, ben, il se dit, ah quand même c'est un type sérieux, quoi. Voilà, donc ça leur parle, c'est un argument d'autorité. Et nous, ça nous est utile aussi, dans le cadre de la défense et dans le cadre de cette espèce de jeu qu'on va jouer avec l'institution judiciaire. Parce que si je vais dans un tribunal, c'est aussi que j'accepte de jouer ce jeu-là. Des lois, de plaider en application des lois, voilà. Donc j'ai besoin d'arguments d'autorité tels que Léon Blum pour pouvoir défendre les gens. Voilà. Donc en gros, je rencontre Stella qui est éditrice à La Fabrique, parce que ta question c'était, je pars dans tous les sens, mais ta question c'était pourquoi est-ce que j'ai fait ce livre. Je rencontre Stella il y a à peu près un peu plus d'1 an, l'été dernier, et elle me dit, mais voilà, fais un bouquin sur ce que tu veux. Et donc je lui dis, écoute, il y a ces articles que j'aimerais bien rééditer. Et donc on en parle comme ça, je lui dis ok, elle me dit ok, c'est bien, enfin voilà. Et là elle me dit, mais ce serait bien que tu fasses plus que rééditer les articles, ce serait bien que tu écrives quelque chose avant les articles pour dire pourquoi il faut les relire. Moi j'avais prévu en gros d'écrire 5 pages et de dire ben voilà, ces articles ont été publiés à telle date, et voilà, etc. Et donc heureusement que j'ai une éditrice tenace. Surtout pendant cette année de mouvement des Gilets jaunes où il y avait beaucoup de garde à vue et tout ça. Et donc, qui m'a demandé de bien vouloir dire un peu plus de 5 pages pourquoi pourquoi on réédite ce truc. Donc voilà en gros comment c'est venu. Alors maintenant... Peut-être, justement, alors, avant de revenir peut-être à des lois scélérates de notre temps, parce que tu l'évoques à la fin de ton texte, peut-être revenir sur les 3 lois scélérates qui font l'objet central du livre et y compris de ton texte, sur lesquels tu reviens sur le contexte politique dans lequel ça se déploie, ce dispositif juridique. Voilà, c'est quoi ces 3-là? Parce que d'une certaine manière, ça résonne pour nous. Par exemple, il y a cette idée d'une justice préventive et non pas répressive. Et je trouve que ça fait partie des choses qui sont discutées aujourd'hui, où on arrête préventivement des gens, on les assigne à résidence avant une manifestation parce qu'ils sont susceptibles, dit-on, en tout cas suspectés de vouloir commettre des dégradations et des violences, etc. Donc est-ce que tu peux peut-être présenter ces 3 lois scélérates? Alors, je vais les présenter, mais je vais rebondir sur ce que tu as dit sur préventif, répressif, parce que je pense que c'est un truc important. Parce que pour les juristes, quelque chose de préventif est plus dangereux que quelque chose de répressif. Je m'explique, c'est-à-dire que si on n'est pas juriste et qu'on se dit, ah voilà, la répression, on va lutter contre la répression, etc., il vaut mieux de la prévention à la place de la répression. En fait, du point de vue de la technique juridique et du point de vue des pouvoirs que la loi va donner à l'État, à sa police, à ses procureurs, des dispositifs de nature préventive vont être beaucoup plus attentatoires aux libertés de vous et de moi qu'un dispositif répressif. Par exemple, en matière de liberté de la presse, on va dire un dispositif préventif, c'est un dispositif qui va examiner ce que vous publiez avant que vous ne le publiez. Donc ça s'appelle la censure. Et en gros, on va lire ce que vous envisagez de publier, on dit « Ah non, ça va pas », donc on le supprime. Un dispositif répressif, c'est un dispositif qui vous laisse librement, sans censure préalable, publier un texte. Et ensuite, si jamais ce texte porte atteinte aux libertés ou aux droits de telle ou telle personne ou constitue une infraction pénale, on va pouvoir vous poursuivre devant un tribunal et éventuellement saisir les écrits qui sont poursuivis. Mais on voit bien que selon cette distinction, un dispositif préventif va donner des pouvoirs considérables à l'État. Parce que l'État va pouvoir vous arrêter en application de dispositifs préventifs, alors même que vous n'avez encore rien fait. Et donc ça, c'est contraire au principe de notre droit qui date de, en gros, la Révolution de 1789. Voilà, donc ensuite, maintenant les 3 lois, c'est ta question. Les 3 lois qu'on désigne sous le nom de lois scélérates et dont il en reste essentiellement 2. C'est-à-dire que contrairement à une légende un peu tenace,
2 des 3 lois sont encore en vigueur sous des formes un peu modifiées, mais elles sont encore en vigueur aujourd'hui. Donc la première loi, c'est la loi du 12 décembre 1893, qui modifie la loi sur la liberté de la presse en créant notamment, ça c'est important, le délit d'apologie. Le délit d'apologie, du point de vue de la technique juridique, c'est ce que les juristes appellent la provocation indirecte à la commission d'un crime. Tout à l'heure, j'ai parlé de la provocation directe, c'est-à-dire voler ce livre. La provocation indirecte, c'est... à la FNAC. À la FNAC. Ah, ici. La FNAC, exactement. La provocation indirecte, c'est il est bien de voler ce livre à la FNAC. Et c'est l'apologie, en fait. C'est genre présenter sous un jour favorable un crime, un délit, ou l'auteur d'un crime ou d'un délit. Et donc ça, l'apologie du crime ou de délit, ça a été inscrit dans la loi par cette loi scélérate, et ça existe encore aujourd'hui, donc ça n'a pas du tout été abrogé. Et c'est quelque chose qui avait été rejeté par les parlementaires 10 ans avant, en 1881, lorsqu'ils discutaient la loi sur la liberté de la presse. Et pourquoi est-ce que 10 ans avant, ils rejettent l'apologie? Ils disent l'apologie, c'est liberticide. Alors nous, liberticide, c'est un peu un anachronisme. À l'époque, le rapporteur de la loi sur la presse, il dit c'est la chasse à la pensée. C'est-à-dire que si on met dans la loi un délit d'apologie, on va permettre de poursuivre et d'enfermer dans les prisons des personnes qui ne sont pas d'accord avec les opinions du gouvernement. En gros, avec les opposants politiques. Donc en 1880, on dit c'est la chasse à la pensée, on ne peut pas adopter cet article-là, ce dispositif-là. 10 ans après, on est dans un contexte d'attentats anarchistes. Il faut bien voir qu'il y a eu quelques attentats anarchistes, mais qu'ils ont une explication, qu'ils ont une raison. Et je pense que c'est important de le souligner parce qu'on oublie trop souvent que les attentats, les actes de violence, notamment politiques, sont des choses qui, sans que ce soit nécessairement justifié, ça c'est un autre débat, mais en tout cas ont une explication. Et le rôle notamment de la justice, mais aussi du mouvement politique, ça peut être de trouver une explication aux actes de violence politique. Et s'agissant de la vague d'attentats anarchistes des années 1892-1894, alors j'emploie le terme de vague d'attentats, c'est pas moi, c'est Jean Métron, qui est un historien dont vous pouvez trouver le livre là sur la table juste à côté, qui est un historien de l'anarchisme en France, qui parle d'une vague d'attentats entre 1892 et 1894. Et donc, il y a eu quelques attentats, mais on comprend que ces attentats se déroulent dans une espèce d'action-réaction liée à initialement des violences policières impunies. Et je pense que c'est important de le rappeler, parce qu'on a tendance à penser que la violence anarchiste est une violence sans raison, etc., enfin, qui s'en prend aux institutions, à l'État, de manière limite par... Voilà, nihiliste, exactement. Alors qu'en fait, on voit bien qu'il y a une chronologie historique qui est extrêmement claire et qui commence, selon moi, le 1er mai 1891, qui est une date un peu connue parce que c'est la date du massacre de Fourmies, dans le Nord, mais qui est aussi une date à laquelle, en banlieue parisienne, à Clichy-le-Valois-Perret, une trentaine d'anarchistes qui se rendaient à la manifestation, en fait, ont été pris à partie par les forces de l'ordre. Il y a eu une bagarre, des coups de feu ont été tirés. 3 des anarchistes ont été arrêtés et victimes de violences policières, enfin de brutalité policière, comme on disait plutôt alors. L'un d'entre eux a même reçu une balle dans la cuisse. Ils ont été arrêtés, ils ont été conduits au poste de police, ils ont été encore malmenés par les policiers, puis ils ont été mis en examen, inculpés, on disait à l'époque, par le juge d'instruction, puis envoyés en détention préventive, et puis finalement jugés devant la cour d'assises. Et devant la cour d'assises, on ne va pas prendre du tout en considération les violences policières dont ils ont été victimes. Et on va même demander contre l'un d'entre eux la peine de mort. Alors qu'eux-mêmes n'avaient pas tué, on leur reproche uniquement des violences contre les forces de l'ordre, mais pas de meurtre ou d'assassinat. Et donc demander la peine de mort contre quelqu'un qui n'a pas tué était, même au temps où la peine de mort existait, quelque chose d'assez exceptionnel et qui apparaissait comme disproportionné. Et donc cet avocat général, qui s'appelait Monsieur Bulot, avait demandé la peine de mort. Et donc là, on a Ravachol qui arrive, dont le nom nous dit quelque chose aussi, parce que c'est un anarchiste très connu, etc., qui va, peu de temps après le procès des 3 anarchistes du 1er mai 91, il va déposer des bombes au domicile du président de la cour d'assises, M. Benoît, et de l'avocat général, donc le procureur, M. Bulot. Et ces bombes ne vont pas faire de victimes, mais elles vont être posées, puis on va l'arrêter rapidement, Ravachol.
Et lui-même va être jugé, et à son procès, il va dire, alors je l'ai cité, je vais vous en faire lecture, parce que moi je trouve ça assez fascinant. Donc Ravachol, à son procès, il dit « J'ai à dire les motifs qui m'ont déterminé, c'est premièrement parce que M. Benoît, donc le président, avait été trop partial, deuxièmement parce qu'il n'a fait aucune attention aux violences exercées par les gardiens de la paix. On ne leur a pas seulement donné de l'eau pour laver leurs plaies. Quant à M. Bulot, donc l'avocat général, il avait demandé la peine de mort contre Decamps, qui est père de famille. J'ai voulu faire comprendre à tous ceux qui ont à appliquer des peines qu'il fallait à l'avenir qu'ils soient plus doux. » Donc ça a peut-être marché parce que Ravachol, ce coup-là, n'a pas été condamné à mort. Il sera condamné à mort pour des crimes de droit commun un peu plus tard à Montbrison dans la Loire. Mais voilà un peu l'idée pour montrer d'où viennent un peu les attentats anarchistes et quelles en sont leurs raisons. À titre, alors je fais une petite parenthèse, mais aujourd'hui j'ai rarement défendu des gens, enfin pour quasiment dire jamais, d'inculper devant un tribunal qui soit arrivé et qui ait tenu ce genre de propos. Je ne sais pas si c'est regrettable ou pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a des stratégies, on pourra en parler après si vous voulez, qui sont des stratégies où on essaie de s'en sortir et on ne fait pas forcément du tribunal une tribune politique. Mais ça n'empêche pas que la défense soit politique, sans que le tribunal ne soit un lieu où on va essayer de faire de la propagande politique. La distinction, on peut en parler après si vous voulez. Donc voilà, donc ensuite on a un autre attentat qui nous intéresse tout particulièrement, qui va être fait par Auguste Vaillant. Donc lui c'est un anarchiste qui va fabriquer sa bombe dans sa chambre d'hôtel, artisanalement, avec des clous et des explosifs divers. Et il va aller à la Chambre des députés, au Palais Bourbon. Il va jeter sa bombe dans l'hémicycle de l'Assemblée. Enfin, on appelait à l'époque la Chambre des députés. Cette bombe va exploser, va faire quelques blessés légers, mais elle va tuer personne. Alors c'est une bombe c'est un attentat qui est assez connu parce que il y a le petit journal qui faisait à l'époque des dessins en couleur, qui était un quotidien et un hebdomadaire en couleur qui faisait des dessins pour représenter les événements d'actualité. Et donc on a un dessin très connu du petit journal qu'on retrouve même dans les manuels d'histoire au lycée, où on voit effectivement l'anarchiste jeter sa bombe et la bombe qui explose dans l'enceinte devant tous les députés et les parlementaires. Et donc cette bombe, mais la loi sera jetée juste après. Cette bombe est jetée dans l'Assemblée le samedi 9 décembre 1893, et donc la loi est jetée dans l'Assemblée par le gouvernement 2 jours après, le lundi 11 décembre 1993. Et je pense que c'est un point extrêmement important. Tu m'as demandé pourquoi est-ce qu'on écrivait des livres. On écrit aussi des livres contre certaines choses, contre certaines personnes. Et ce livre est notamment écrit, notamment sur quelques pages, contre un type qui s'appelle Christian Vigouroux, dont le nom vous échappe et c'est normal, qui est un conseiller d'État, donc membre de la plus haute juridiction administrative française, énarque évidemment, qui a été directeur de cabinet de plusieurs ministres de l'Intérieur et de la Justice, et qui donc c'est un peu quelqu'un qui va représenter, on va dire, la pensée juridique officielle de l'État en France aujourd'hui. Il a écrit un livre il y a 2 ans qui s'appelle « Du juste exercice de la force ». Le titre veut tout dire, en gros, il essaie de dire un peu dans quelles conditions l'État peut légitimement exercer la force, etc. Et donc il fait un livre qui est un grand ramassis de plein d'anecdotes et de plein d'événements historiques. Je dis ramassis parce que c'est assez difficile à lire, parce que c'est très confus. Mais bref, en tout cas, à un moment donné dans son livre, il dit, pour justifier la réaction de l'État, de la République française, et notamment de François Hollande, à la suite des attentats de novembre 2015, et notamment la déclaration de l'état d'urgence, Christian Vigouroux, pour justifier cette réaction-là, il va faire référence aux valeurs et aux traditions républicaines, et notamment à cet événement dont je vous parle, du samedi 9 décembre 1893. Et il va dire, il y a une tradition en France qui est de réagir avec sang-froid face aux attentats, face au terrorisme, et sans mettre en danger nos principes, et nos principes de droit et nos principes fondateurs, etc. Et donc il dit, regardez ce qui s'est passé le samedi 9 décembre, Auguste Vaillant lance sa bombe dans l'Assemblée, pendant 20 minutes on va nettoyer, expulser les blessés, arrêter le terroriste, nettoyer les éclats de la bombe, et 20 minutes après, le président de l'Assemblée nationale va dire, messieurs, la séance continue. Et après ça, les parlementaires vont reprendre plutôt les débats
qui avait été interrompu 20 minutes plus tôt par la bombe et qui portait sur la validité des opérations électorales tendant à l'élection d'un député de je ne sais plus quelle circonscription, mais voilà. Donc ils reprennent ces débats-là. Effectivement, quand on lit le journal officiel qui reprend mot à mot les débats à l'Assemblée nationale, on le voit très clairement, ils reprennent le débat. Et donc Christian Vigouroux nous dit dans ce livre en 2017, vous voyez, face au terrorisme, on est capable de continuer la démocratie parlementaire classique et d'avoir nos débats, etc. Et donc ce qu'il ne dit pas, Christian Vigouroux, c'est que 2 jours après, enfin il le dit mais pas comme moi en fait, il le dit, il le mentionne en passant, mais ce qu'il ne dit pas clairement, c'est que 2 jours après, le gouvernement arrive à l'Assemblée avec un projet de loi qui est la première des 3 lois scélérates, et c'est un projet de loi, on va même pas, c'est ce que dit Léon Blum très très bien dans son texte, on ne va même pas donner copie du projet de loi aux parlementaires, aux députés, donc ils ne vont même pas pouvoir lire, avoir le texte sous les yeux. Il n'y a même pas de suspension de séance. Il n'y a même pas de suspension de séance, c'est-à-dire que les parlements... Alors la séance commence peu après, puis le président, le lundi 11 décembre, le président commence la séance en disant nous avons reçu des messages de soutien du roi de tel endroit, enfin du monde entier, des assemblées, des rois, des chefs d'État, adressés aux parlementaires français, des lettres de soutien à la suite de l'attentat qu'ils avaient subi. Et donc on commence par lire ces lettres, et juste après, on donne la parole au gouvernement et dit voilà, pour lutter contre le terrorisme anarchiste, j'ai besoin d'une loi qui punit l'apologie de crimes ou de délits. Et en fait, ce qui était visé à travers cette loi, c'était très clairement les opinions anarchistes. Et d'ailleurs, dans les débats parlementaires, le gouvernement, le garde des Sceaux notamment, va lire des extraits de revues anarchistes en disant vous voyez ce qui est écrit dans ces revues, c'est absolument scandaleux, il nous faut une loi pour punir ça, parce que c'est cette loi qui va nous permettre d'empêcher qu'arrivent à nouveau des attentats terroristes. Enfin bon, mais c'est un raisonnement qui, selon moi, ne tient pas 1 minute, parce que c'est pas en punissant la parole, en punissant l'écrit, qu'on empêche le geste, l'acte, l'attentat. Mais en fait, les parlementaires, ils n'ont même pas pu en discuter sereinement, comme on pourrait le faire là tranquillement si on venait à discuter de ça. Parce qu'on ne leur a pas donné le texte de la loi. Des parlementaires ont demandé, comme tu l'as dit, une suspension de séance pour en prendre connaissance. Certains ont demandé un renvoi en commission, un renvoi au lendemain pour pouvoir en parler un peu plus sereinement. Tout ça a été refusé. Donc en fait, les parlementaires, ils vont voter. Par les parlementaires eux-mêmes, puisqu'ils votent à chaque fois. Oui, exactement. Ils votent comme un seul homme. Exactement. Oui, c'est vrai, tu fais bien de le rappeler. Mais alors, des parlementaires voilà, ont pris la parole pour demander ces suspensions de séance, etc. Et tout ça a été rejeté systématiquement, et la loi va finir par être adoptée par les mêmes parlementaires, mais des parlementaires, c'est peu soucieux des libertés, mais c'est pas exactement les mêmes, mais c'est la même assemblée qui, 10 ans auparavant, avait refusé ce même projet de loi, et qui, alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je le dis dans le bouquin, mais qui, ce même projet de loi sur l'apologie avait été proposé 2 ans avant, 1893. Et d'ailleurs, je crois que Léon Blum en parle aussi dans le texte. Donc on voit bien que par temps calme, quand des parlementaires, même bourgeois, même etc., libéraux, enfin centristes, on leur propose des textes de loi liberticides, ils vont quand même dire par temps calme, non, il faut quand même pas aller aussi loin. Et là, juste après l'attentat, ils votent ça comme un seul homme, sans se poser aucune question. Donc en fait, contrairement à ce que dit Christian Vigouroux dans son livre là, du juste exercice de la force, moi je pense que les traditions et les valeurs républicaines, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire précisément, la République française n'est pas capable de réagir avec sang-froid face aux attentats terroristes ou à des événements comme cela. Donc ça, c'est la première loi scélérate, toujours en vigueur aujourd'hui, et qui fait encore des dégâts aujourd'hui. Tu as un exemple peut-être dans lequel tu aurais plaidé sur ce type de cas ? Alors, exactement. Donc l'apologie, alors à l'époque, on n'employait pas le terme l'expression terrorisme en 1893. La notion de terrorisme dans le droit pénal, elle arrive en 1986. Donc c'était pas dans la loi, mais donc l'apologie, à l'époque c'est l'apologie de crimes et de certains délits. Elle va, dans les années récentes, enfin dans les 30 dernières années, on va créer l'apologie du terrorisme. Mais la notion d'apologie reste la même. Et donc l'apologie du terrorisme, alors là c'est un peu technique, tu me coupes si... mais l'apologie du terrorisme était jusqu'à il y a peu dans la loi de 1881 sur la presse. Ce que ça veut dire, c'est que les personnes poursuivies pour apologie du terrorisme ne pouvaient être poursuivies qu'en application de la loi de 1881. Très concrètement, ça voulait dire que la comparution immédiate n'était pas applicable.
La comparution immédiate, vous savez tous un peu ce que c'est. Vous êtes jugé juste après votre garde à vue, ou pas. Bon, vous sortez de garde à vue, vous êtes conduit au tribunal. C'est une machine à incarcérer. Les pauvres, les noirs, les arabes, les sans-papiers, maintenant les gilets jaunes, souvent de province parce que les manifestations de gilets jaunes, enfin c'est la violence de classe et la violence géographique dont je parlais tout à l'heure. Au quotidien, la comparution immédiate, c'est une machine à remplir les prisons. Si vous n'êtes pas jugé en comparution immédiate, vous avez beaucoup moins de chances d'être envoyé en prison. Et donc, le fait que le délit d'apologie du terrorisme ne soit pas dans le code pénal, mais soit dans la loi de 1880 sur la presse, implique que vous ne pouvez pas être jugé en comparution immédiate, donc diminue drastiquement, même réduit quasiment à néant, le risque d'être effectivement envoyé en prison. Donc c'est quand même un truc qui protège la liberté d'expression, et je pense que ça a du sens. Et donc en 2014, il y a une loi que je considère comme étant une loi scélérate, qui a été promue par Bernard Cazeneuve, donc qui à l'époque était ministre de l'Intérieur. Je m'amuse dans le livre à citer un discours de Bernard Cazeneuve, et je le mets un peu en parallèle avec un discours de Casimir Perier, chef du gouvernement en 1893, et en fait les arguments utilisés étaient un peu les mêmes. C'était de dire donnez-moi une loi pour lutter contre la liberté d'expression et je vous protégerai des terroristes. C'est l'argument. Et donc Bernard Cazeneuve... Mais à chaque fois en disant que ça préserve les libertés publiques fondamentales. Exactement. Dans les deux cas. Systématiquement. Ils vont toujours dire non, nous luttons contre les terroristes et ce sont les terroristes qui attaquent nos libertés. Non, du point de vue du juriste, un terroriste, il commet un délit, il commet un crime, s'il commet un attentat, passible du code pénal, mais il n'attaque pas nos libertés. Ceux qui attaquent nos libertés, c'est l'État, au sens du point de vue juridique. Bon, bref. Mais donc voilà, donc cette loi, cette loi Cazeneuve de 2014, elle fait passer l'apologie du terrorisme de la loi de 80 sur la presse dans le code pénal et permet donc la comparution immédiate. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été mis en application très rapidement, notamment après les attentats contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher en janvier 2015. Et donc là, juste après les attentats, Christiane Taubira va prendre une circulaire que je considère comme étant une circulaire scélérate. Et je pense que c'est intéressant, d'un point de vue politique, de constater que c'est Christiane Taubira qui a signé cette circulaire. Parce que même si on n'est pas d'accord avec elle sur plein de choses, enfin, et qu'on conteste le fait qu'elle ait participé à ce gouvernement, etc., Christiane Taubira, qu'on le veuille ou non, reste une figure à peu près respectée à gauche et parfois même un peu plus qu'à gauche. Voilà, elle est respectée pour certaines raisons, etc. C'est pas le lieu d'en discuter, mais toujours est-il que même elle n'a pas été capable, au lendemain des attentats, d'avoir ce sang-froid qui aurait consisté, après des attentats terroristes, on continue à préserver nos libertés, et donc, voilà, on met un peu l'eau là. Et donc, non, au contraire, elle a signé de son nom une circulaire dans laquelle elle demande l'application avec sévérité. En fait, quand la ministre de la Justice envoie une circulaire, elle l'envoie au procureur de la République de toute la France, dont vous savez qu'ils ne sont pas indépendants. En gros, ils reçoivent des consignes du gouvernement, puis de politique pénale, ils les appliquent. Et donc, elle demande au procureur dans toute la France d'appliquer avec sévérité le délit d'apologie du terrorisme, dont on sait que c'est initialement une loi scélérate, aggravée par une autre loi scélérate, celle de 2014. Et donc, très concrètement, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, on a eu un certain nombre de personnes qui ont été effectivement envoyées en prison pour avoir tenu des propos qui peuvent nous paraître choquants si on les entend comme ça. C'est des propos favorables à Daesh ou aux attentats, etc. Mais quand on regarde les dossiers de manière un peu précise, on se rend compte que ce sont des propos qui sont tenus en général dans le cadre d'une interaction un peu difficile avec les forces de l'ordre. Et on sait qu'au quotidien, l'interaction avec les forces de l'ordre dans les quartiers, c'est quelque chose de compliqué et qu'il va y avoir... C'est une mine à la création des délits d'outrage et rébellion. Vous savez, il y a pas mal de choses qui ont été écrites là-dessus. Et donc, au lendemain des attentats, il y avait ce délit d'apologie du terrorisme. Donc, il y avait des interactions un peu difficiles avec les forces de l'ordre, des personnes parfois même alcoolisées, ou avec des problèmes psy, ou juste parce que avec les flics ça se passe mal, vont dire non mais de toute façon Daesh machin, ou de toute façon les frères Kouachi, etc. Donc bam, on leur colle une apologie du terrorisme et on les envoie en prison. Alors que ces gens-là étaient vraiment mais pas terroristes pour un sou. Voilà. Moi j'ai eu le cas à défendre d'un type père de famille, musulman, qui avait mis à sa fenêtre le sceau du prophète. Le sceau du prophète, alors c'est un signe religieux
qui est assez peu connu, mais dont on conserve, qui est conservé, enfin on conserve des, je sais pas si c'est apocryphe ou pas, mais enfin des espèces de reliques qui sont considérées comme originales, mais bon bref, à Istanbul. Et ce sceau du prophète, il a affiché à sa fenêtre parce que c'est sa religion et puis c'est son droit le plus strict. Et manque de peau, en face de chez lui, il y avait un gendarme qui habitait, et ce gendarme a considéré que ce que mon client avait affiché à sa fenêtre était le drapeau de Daesh. Bon, voilà. Donc ce gendarme va faire des procédures voilà, auprès des policiers, etc. Il va déposer des plaintes. Il ne va rien se passer pendant un an. Puis bam, les attentats arrivent, donc janvier 2015. Puis juste après, mi-janvier 2015, la police nationale quand même va dépêcher 7 ou 8 officiers de police judiciaire qui vont se mettre en planque devant son immeuble. Donc alors niveau budget public, etc. Enfin bon, je sais pas si vous regardez les séries policières, ils sont en planque, mais donc là c'est un immeuble en plus dans le 4e arrondissement, voilà, à côté de la garde républicaine, donc ils se mettent en planque devant cet immeuble pendant 3 jours. Donc on voit les procès-verbaux sommes en planque, il se passe rien, voilà. Puis le soir du 3e jour, ils font un type débarquer à Vélib avec ses enfants. Il était avec son Vélib et ses enfants. Donc il dit à ses enfants de monter dans son immeuble. Pendant ce temps-là, il va garer son Vélib. Et là, les flics n'attendaient que ça depuis 3 jours, lui sautent dessus et donc ils l'arrêtent, ils le mettent en garde à vue pour apologie du terrorisme. Et donc, en garde à vue, le flic va sortir la fiche Wikipédia du drapeau de Daesh. Il va dire, on voit bien que ce que vous avez mis à votre fenêtre, c'est le drapeau de Daesh, etc. Lui dit, mais non, pas du tout, c'est le sceau du prophète, je suis musulman, etc. Donc le type a envoyé en comparution immédiate, ce qui, vous l'avez compris, était impossible quelques mois auparavant. Et en comparution immédiate, ce jour-là, il y avait trop de dossiers à juger, donc report automatique. Donc la procureure demande la prison préventive, mais heureusement il n'a pas été envoyé en prison parce qu'il avait des enfants, un travail, etc. Enfin, heureusement, mais il est vraiment pas passé loin, et d'autres y ont été. Donc ensuite ce dossier va être... je vous passe les détails, mais en gros on a eu 2 ans de procédure, il a fini par être relaxé, parce que on a trouvé un professeur d'histoire médiévale de l'islam à la Sorbonne qui a bien voulu nous faire un papier nous disant qu'effectivement le truc c'était pas le drapeau de Daesh, c'était... Bon voilà, non mais lui il s'en sort bien, mais il s'en sort bien après 2 jours de garde à vue, un déferment en comparution immédiate, il a senti Fleury lui passer voilà, au-dessus des oreilles. Et il a fini par être relaxé. Bon voilà. En tout cas, cette loi elle existe toujours et elle peut toujours aujourd'hui envoyer, et elle envoie aujourd'hui des gens en prison. Ça c'est la première loi scélérate. Mais c'est bien par ailleurs de donner des exemples contemporains qui font le lien. Ok. Donc la deuxième, celle du 18 décembre 1993, donc on est une semaine après l'attentat d'Auguste Vaillant contre l'Assemblée. C'est la loi sur les associations de malfaiteurs. Donc l'association de malfaiteurs, on a tous un peu entendu parler de ce que c'est. Très concrètement, sous ce terme-là, ça existe dans la loi depuis 1810, le premier code pénal, le code pénal napoléonien. En fait, il faudrait rentrer dans les détails juridiques, mais en gros, moi je considère que ce qui est créé sous la terminologie d'association de malfaiteurs en décembre 1893 est quelque chose de radicalement nouveau et qui n'a rien à voir avec ce qui était dans le code pénal de 1810 sous le vocable d'association de malfaiteurs. En gros, c'est la même expression, mais ce qu'il y a dedans, les éléments constitutifs du délit en question ne sont, selon moi, pas du tout les mêmes. Donc en gros, on va créer l'association de malfaiteurs avec cette idée, en 1893, qu'il faut pouvoir punir les gens avant qu'ils aient fait quoi que ce soit, et surtout qu'il faut pouvoir punir les anarchistes. Enfin voilà, c'est une loi de sanction des anarchistes, et on va introduire dans cette loi un terme qui a fait hurler Francis de Pressensé, Léon Blum et Émile Pouget, qui est le terme d'entente et de participation à une entente. Donc quelques mots de droit pénal. Le droit pénal, c'est l'État qui vous poursuit en application d'un délit qui est préalablement prévu par la loi, et la prévision de ce délit par la loi, pour éviter l'arbitraire, doit être claire et précis. C'est-à-dire qu'il faut que les termes soient vraiment... que ce soit
ric-rac pour pas qu'on puisse vous accuser de n'importe quoi. Et en fait, quand on dit qu'on peut vous accuser d'association de malfaiteurs pour avoir participé à une entente en vue de la commission de tel crime ou délit, et bien là, on est dans le règne du vague et voire même de l'arbitraire. Et donc en fait, la notion d'entente, elle a été violemment attaquée par ces auteurs-là, mais aussi par Clémenceau, par Jean Jaurès, par plein d'autres. Et ils voyaient dans ce terme le risque qu'effectivement on pourrait punir des opposants politiques ou des gens qui se réunissent entre eux. Enfin voilà, là ce soir on fait ensemble une réunion. À plusieurs reprises j'ai dit qu'il fallait voler des trucs ou j'ai parlé d'attentats. Je ne sais pas si c'est le début de l'association de malfaiteurs, mais bon, je ne veux pas donner de mauvaises idées au procureur, mais bref. Donc voilà, donc en gros on met ce terme d'entente qui est toujours aujourd'hui dans la loi. Alors, il y a eu des modifications dans la loi actuelle sur l'association de malfaiteurs, mais moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est toujours, d'une certaine manière, en vigueur aujourd'hui, ce terme-là. Donc cette loi sur l'association... Dans l'affaire de Tarnac, ça a bien été mobilisé. Oui, c'est mobilisé, oui. Ouais, l'affaire de Tarnac, on a utilisé le délit d'association de malfaiteurs terroristes, initialement, pour les poursuivre et enfin voilà, vous connaissez l'affaire. Pareil, on vend le bouquin de... On vend, hein, j'insiste, le bouquin de David Dufresne sur Tarnac, sur la table à côté. Bon voilà, pour ceux qui ne connaissent pas cette affaire. Mais l'association de malfaiteurs, c'est un délit qui est utilisé au jour le jour aujourd'hui, pas seulement en matière politique. Il est utilisé en matière politique et je sais qu'à Toulouse, ils font un travail considérable, enfin dans le milieu anarchiste toulousain, dans les legal teams et tout, ils font un travail considérable sur... l'utilisation de l'association de malfaiteurs dans un contexte politique, et notamment parce qu'ils en ont été victimes très directement à Toulouse, où un type a fait 4 mois de détention de préventive l'année dernière pour avoir soi-disant participé à l'organisation des manifestations des Gilets jaunes. Donc voilà, donc il y a un travail important là-dessus. L'association de malfaiteurs, elle est utilisée aujourd'hui de façon très concrète en droit commun sur les dossiers de braquage, de vol, de trafic de stupéfiants, etc. Elle est utilisée au quotidien aujourd'hui en matière terroriste. Mais quand je dis en matière terroriste, alors c'est toujours délicat d'aborder la question terroriste actuellement, parce qu'il y a aussi une réalité en France qui est qu'il y a une réalité de gens qui ont commis des attentats et qui ont tué des gens. Enfin voilà, donc effectivement, aborder la question terroriste, c'est toujours quelque chose de délicat. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, notamment au tribunal correctionnel de Paris, c'est qu'on punit des gens qui ont eu, par exemple, l'intention de partir en Syrie, de partir rejoindre Daesh, ou parfois qui ont eu des contacts avec des gens qui se trouvaient, comme disent les flics, qui se trouvaient sur zone. Et donc en général, par exemple, un simple contact, un SMS échangé avec un djihadiste français qui se trouve sur zone, peut vous valoir entre 7 et 12 ans de prison, au nom de l'association de malfaiteurs terroristes. Et donc ça, c'est une réalité des procès qui ont lieu tous les jours à Paris, à la 16e chambre, sur l'association de malfaiteurs terroristes. Et je pense, j'en profite, je le dis là, mais je pense qu'il n'y a pas suffisamment de mobilisation sur ces questions-là. Parce qu'il y a une violence judiciaire qui est incroyable. C'est-à-dire que quand on défend des gilets jaunes ou des gens arrêtés dans le cadre du mouvement social, on a toujours, effectivement, dans la salle, et heureusement, plein de gens qui viennent en soutien, etc., qui sont là pour dire... mais alors, les terroristes, avec beaucoup de guillemets, qui se prennent des peines de 10 à 15 ans, enfin, en catimini à 23 heures devant personne, enfin voilà. Je pense que c'est important de s'intéresser un peu à... Je sais qu'il y a un sociologue qui le fait, il y a certains journalistes qui le font, mais voilà. Donc ça, c'est une petite aparté. Notre loi de décembre 93, elle est appliquée très rapidement le 1er janvier 1894 évidemment. Les flics vont faire une rafle. En fait, ils vont faire une rafle d'anarchistes, du milieu anarchiste, des anarchistes qui étaient ciblés par les renseignements. Et en application de cette loi, en gros, ils vont dire tous les anarchistes font partie d'une association de malfaiteurs, donc on perquisitionne, on vous arrête, on vous met en détention préventive. Certains ont dû fuir, des journaux ont fermé, comme Émile Pouget, dont je parle ici, qui dirigeait le journal Le Père Pénard, a dû fermer son journal, il est parti en exil à Londres. Un certain nombre de personnes ont été arrêtées. Et quelques mois plus tard, alors je vais vous parler d'un type que j'aime bien, qui s'appelle Félix Fénéon. Je l'aime bien et c'est un type important parce que c'est un peu grâce à lui qu'il y a eu ces 3 articles, enfin ces 4 articles.
qui ont été publiés dans la Revue Blanche. Félix Fénéon, c'était un anarchiste, critique d'art, éditeur. C'est le premier éditeur des Illuminations de Rimbaud. Enfin, pas en tant qu'éditeur, mais en tant que... Il avait un copain éditeur qui lui a dit est-ce que tu veux pas me mettre en ordre ces poèmes, etc. Donc c'est le premier ordre des Illuminations de Rimbaud, c'est Félix Fénéon. Et c'était un type qui était aussi profondément anarchiste, qui a des convictions politiques très profondes de ce point de vue-là, et très, très, très sincères. Et Félix Fénéon, c'est le directeur de cette revue qui s'appelle la Revue Blanche, qui a publié les articles que je réédite dans ce livre. Et donc Félix Fénéon, en 1994, il est arrêté, dans le cadre de cette rafle, pas celle de janvier, mais il va être arrêté en avril 1894, et il va être jugé devant la cour d'assises en août 1894, dans le cadre d'un procès qui est un procès important, qui s'appelle le procès des 30. Et ce procès devait être le grand procès de l'anarchisme, le grand procès de l'association de malfaiteurs, etc. En fait, ça va faire un flop total. Et Félix Fénéon a eu des réparties tout à fait fabuleuses au cours de ce procès. Et donc Félix Fénéon, on lui demande, je l'ai mis dans le bouquin parce que j'aime bien en fait. Et Félix Fénéon, en gros, on lui reprochait d'avoir des copains anarchistes, et on lui reprochait d'avoir... il était fonctionnaire pour gagner sa vie, parce que éditeur, ça ne gagnait pas suffisamment, il était fonctionnaire au ministère de la Guerre. Et donc on lui reprochait d'avoir détenu des explosifs dans son bureau au ministère. Ce qui était vrai. Ce qui était vrai. Alors, au ministère de la Guerre. Alors ce qui était vrai, je m'avance un peu sur la qualification juridique des objets qu'il avait dans son tiroir. Donc le président lui dit à son procès, donc vous étiez l'ami d'un anarchiste allemand nommé Kampfmeyer. D'ailleurs c'est intéressant parce qu'on voit que toujours dans ce type de dossier, les juges vont chercher les relations. Ils incriminent les relations, est-ce que vous ne connaissez pas un tel, etc. Donc c'est plus les actes, c'est les idées, les relations, vos lectures, etc. Donc le président lui dit vous étiez l'ami de cet anarchiste allemand. Fénéon répond Kampfmeyer ne sait pas le français, j'ignore l'allemand. Nos conversations ne pouvaient pas être bien subversives. Donc le président juste après va lui dire lorsque vous avez été entendu par la police, vous avez refusé de dire, vous avez nié connaître telle personne. Et donc là Fénéon va dire il me répugne de donner des renseignements sur quelqu'un. Si l'on m'en avait demandé sur vous-même, monsieur le président, j'aurais observé la même réserve. Enfin, on aborde le cœur du sujet quand même, parce que dans un procès, le cœur du sujet, c'était ces explosifs retrouvés chez lui. Donc le président lui dit, donc il résulte de l'expertise que chacun de ces 11 détonateurs constitue un objet dangereux. Fénéon lui dit, je le sais maintenant, je l'ignorais alors. Le président va lui dire, et le mercure, ça sert à la confection des explosifs, et Fénéon de répondre, et des baromètres. Donc si j'avais été l'avocat de Félix Fénéon à l'époque, je ne sais pas si je lui aurais conseillé de répondre ainsi. Peut-être même que je lui aurais déconseillé. Mais voilà. Donc c'est pour donner. Donc finalement il va être relaxé, mais parce qu'ils ont réussi à l'époque à en faire un procès de l'accusation contre les anarchistes. Donc ils ont réussi à renverser un peu le procès. C'est la troisième loi. La troisième loi, oui. La troisième loi, donc c'est celle de rapidement parce que ouais, puis on va ouvrir les débats. La troisième loi, elle est adoptée 6 mois plus tard, en juillet 1894, et elle fait suite à l'assassinat du président de la République, Sadi Carnot, par l'anarchiste italien Caserio, à Lyon, donc poignardé. Il y a des dessins pareils qui relatent l'événement. Et après cet attentat, encore une fois, c'est la même logique. Il nous faut une nouvelle loi. Et donc c'est une loi qui s'intitule Contre les menaces anarchistes, et qui en gros va punir également ce qu'on va appeler la propagande anarchiste secrète. Donc si vous avez une conversation avec un ami et qu'au cours de cette conversation vous dites j'ai volé ce livre et c'est très très bien, donc là apologie du terrorisme secrète, apologie non pas du terrorisme, apologie du vol, excusez-moi, secrète, donc vous êtes passible de cette loi. Mais bon, pour ça il faut que pour savoir ce qui s'est passé dans cette conversation avec cet ami, il faut que ces propos aient été rapportés à la police. Donc cet ami n'en est peut-être pas un. Enfin, voilà. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que ça permettait effectivement, parce que la police avait des mouchards un peu partout, pas dans les conversations de 2 personnes en général, mais plus dans les bars ou dans les débits de boissons. Si 2 personnes avaient une conversation privée entre elles, et qu'un indicateur de police était à côté, puis qu'il entendait l'individu dire par exemple « Vive l'anarchie, vive Ravachol »,
eh bien, cette personne pouvait être punie. Et ce que crée cette loi aussi, c'est qu'elle crée la relégation pour les anarchistes. La relégation, c'est un truc qu'on a oublié, qui a été fait une dizaine d'années avant ce dont je parle dans le livre, qui était fait contre les récidivistes de petits délits. Et la relégation, c'était on les envoyait au bagne. En gros, c'était une loi qui avait faite la bourgeoisie pour... aujourd'hui, on pourrait dire que les personnes qui passent quelques fois en comparution immédiate pour des petits délits, à la fin, on n'en veut plus, donc on les bannit. Et heureusement, aujourd'hui, en France, on n'a plus de colonies et plus de bagnes. Voilà, c'était pas possible. Mais en gros, on a décidé avec cette 3e loi scélérate d'appliquer la relégation aux anarchistes. Et c'est la raison pour laquelle un grand nombre d'anarchistes ont été envoyés à Cayenne et en Nouvelle-Calédonie, aux travaux forcés. Et c'est aussi la raison pour laquelle, alors là c'est encore des développements, pour laquelle il va y avoir une solidarité, je passe un peu rapidement pour en venir à ce qui se passe aujourd'hui, mais il y a une solidarité ensuite entre le mouvement anarchiste, qui était solidaire de leurs camarades qui se trouvaient au bagne, et le mouvement Dreyfusard, qui réunissait plutôt des libéraux bon teint, dont Francis de Pressensé, dont Ludovic Trarieux, fondateur de la Ligue des droits de l'homme, mais qui avait aussi voté les lois scélérates. Donc en gros, on a eu une alliance un peu contre nature entre anarchistes et libéraux centristes, à la faveur de la défense des anarchistes qui sont au bagne, et également du capitaine Dreyfus. Bon, ça, je raconte tout ça dans le bouquin. Donc voilà, la 3e loi scélérate, elle n'existe plus, elle a été abrogée en 1992. Voilà. Okay. On peut venir à ce qui se passe aujourd'hui, parce que j'en ai pas trop parlé. Mais... Un point que tu n'as pas encore évoqué, mais c'est sur un argument que tu utilises à plusieurs reprises, qui est une loi scélérate, une de ses propriétés, c'est qu'elle vise, disons, un groupe particulier, les anarchistes à un moment, aujourd'hui, ceux qui sont présumés être terroristes, islamistes, etc., et qu'elle a une tendance presque naturelle, inhérente, à se généraliser à des pans plus larges de la population ou d'autres groupes qui vont être ciblés au nom de cette loi qui, au départ, se présentait comme visant à lutter contre un groupe très particulier. Est-ce que tu peux justement l'illustrer, ça ? Parce que c'est bon. Dans notre contexte présent, il y a aussi, c'est parfois un argument qui est employé, qui est juste à mon sens, qui est de dire c'est pas des lois c'est des lois qui visent un groupe particulier, elles ont des effets immédiats sur les gens qui sont censés appartenir à ce groupe, mais par ailleurs vous risquez à chaque moment, en tout cas très rapidement, d'être touché vous-même en tant que militant écolo ou même en tant que citoyen lambda. Alors c'est un argument qui est très important, voire fondamental, mais qui est insuffisant. C'est-à-dire que on pourrait dire qu'il y a 2 niveaux d'argumentation contre une loi scélérate. Le premier niveau, c'est de dire vous faites une loi contre les musulmans considérés comme radicalisés, on devrait pouvoir dire en soi que c'est absolument inadmissible. On ne devrait pas avoir besoin d'attendre que cette loi soit appliquée à des militants écologistes pour dire ah là vraiment ça va trop loin. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vrai qu'ensuite c'est une théorie c'est quasiment une constante des lois d'exception. Ce que Léon Blum avait très très bien vu à l'époque, c'est en général on fait une loi d'exception, on dit mais c'est que contre les terroristes, c'est que contre les anarchistes, et très rapidement on voit que ça s'applique à tout le monde. Enfin voilà, je sais pas, un exemple, ça peut être l'état d'urgence là rapidement. Au début on l'a promulgué contre les terroristes, et puis en 15 jours on l'appliquait à des squatteurs et à des militants écolos, quoi. Enfin, voilà. La loi de 2001, qui est une loi tout à fait oubliée depuis, la première loi française antiterroriste post-11 septembre. Alors à l'époque c'était Daniel Vaillant qui était ministre de l'Intérieur, soi-disant la gauche. Il arrive à l'Assemblée juste après les attentats du 11 septembre, et il dit face aux attentats contre les États-Unis, nous aussi nous faut un truc antiterroriste. Et donc il va faire voter une loi qui facilite les fouilles de sacs, de bagages et de voitures des personnes, parce qu'on considérait que c'était un moyen de lutter contre le terrorisme. Je ne sais pas comment, mais en tout cas ça a été considéré comme ça. Et en tout cas cette loi qui à la base était une loi antiterroriste et limitée au terrorisme est utilisée aujourd'hui contre les gilets jaunes. Enfin voilà, c'est un grand classique. On a, ça j'en parle pas dans le livre, mais depuis une quinzaine de jours on parle beaucoup de cette question de la société de vigilance, qui est une expression à mon avis absolument scandaleuse et très très dangereuse. On a déjà des dispositifs légaux depuis quelques années, 2016-2017, qui mettent en pratique
la dite société de vigilance. Je m'explique. On a une loi qui a été faite en 2016, une loi Savary, du nom du parlementaire socialiste qui l'avait défendue à l'époque, qui est une loi contre la lutte contre la fraude dans les transports en commun et de lutte contre le terrorisme. Alors déjà, mettre les deux ensemble, ça interroge. Mais en tout cas, il a dit dans cette loi qu'il fallait permettre aux grosses entreprises de transport, genre RATP, SNCF, etc., en gros de faire la chasse aux islamistes, aux musulmans qui étaient conducteurs de train ou conducteurs de métro. Et en gros, on a permis à la RATP de demander au service du ministère de l'Intérieur de vérifier si une personne n'est pas fichée, si elle est conductrice de métro ou de train. Et sur la base de cette loi, des gens ont perdu leur emploi parce qu'il y a des signalements dont nous ne connaissons rien, parce qu'on ne les communique pas, on nous dit « Ah non, mais c'est secret défense ». Sur la base de signalements qui sont peut-être de la délation de votre voisin, ou d'un flic qui s'est trompé en regardant quoi que ce soit, ou d'un flic qui pense parce que vous allez à la mosquée un peu trop souvent que vous êtes radicalisé et donc potentiellement dangereux. Ça, on n'en sait rien parce que les flics ne nous disent pas sur quoi ils se fondent. Mais en tout état de cause, nous avons dans la loi actuellement des dispositifs de mise en pratique, avec les conséquences gravissimes que ça peut avoir, de cette société de vigilance. Donc pour l'instant, ça touche les soi-disant musulmans, soi-disant radicalisés, mais ça commence à toucher, et je le sais pour le voir aussi, des gens considérés comme étant des militants de gauche,